Bienvenue dans le débat. La guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 5e mois. Anthony Blinken est en déplacement dans la région pour la 5e fois. L'objectif, faire entrer plus d'aide à Gaza. Et au menu également ce projet d'une trêve avec un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Après l'Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain est en visite en Égypte, au Qatar maintenant, avant de s'envoler vers Israël, puis direction la Cisjordanie. Lors d'une conférence de presse à Doha, juste à l'instant, Anthony Blinken a affirmé qu'il allait discuter avec Israël demain de la réponse positive du Hamas sur un accord sur les otages. Sur une éventuelle trêve entre Israël et le Hamas, Benyamin Netanyahou avait affirmé, lui, il y a quelques jours, qu'il n'accepterait pas les exigences du Hamas et que les termes d'un accord devaient être similaires à ceux de l'accord précédent de novembre. Stéphane Séjourné, par ailleurs, est au Liban dans le cadre d'une tournée dans la région. Le temps presse pour trouver une solution diplomatique dans le sud du Liban, théâtre de tirs quotidiens entre Israël et le Hezbollah, a affirmé le chef de la diplomatie française. Auparavant, en Israël, Stéphane Séjourné a estimé que les colons en Cisjordanie devaient cesser. Il a également réitéré le soutien de la France à l'autorité palestinienne. À Gaza, l'armée israélienne se concentre dans le sud, notamment à Khan Younes. Le système de santé est proche du néant. Environ 8000 personnes ont été évacuées de l'hôpital Al-Amal dans le sud de la bande de Gaza, encerclée par les combats. On va revenir d'abord sur une éventuelle trêve à Gaza. Où en est-on et que compte faire finalement Anthony Blinken dans la région? Nous ferons aussi un point sur le terrain, où en est la situation humanitaire à Gaza et où en sont les combats entre l'armée israélienne et le Hamas. Et puis quid de la diplomatie française alors que Stéphane Séjourné est dans la région? Voilà toutes les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Ancien officier, écrivain, auteur de Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette. Ça sort chez Flammarion. Vous êtes également auteur du site Ne pas subir. Bienvenue. En face de vous, Agnès Evalois, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de l'IREMO, également chargée de cours à Sciences Po. Bienvenue. Michel Duclos est avec nous ce soir. Bonsoir. Conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne, ancien diplomate. Votre dernier livre, Guerre en Ukraine et Nouvel ordre du monde, aux éditions de l'Observatoire. Nous avons également en direct de Tel Aviv Éléonore Veil. Bonsoir, journaliste indépendante maintenant, ancienne journaliste d'ailleurs au quotidien Haaretz. Bienvenue. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose de faire un point en images d'abord sur la situation à Gaza, où 8000 personnes ont été évacuées de l'hôpital de Al-Amal dans le sud de Gaza. Déjà plusieurs fois déplacée, cette famille a décidé de s'installer dans l'enceinte même de ce cimetière, devenu un campement de fortune. Elle a rejoint le sud de la bande de Gaza pour trouver refuge parmi les centaines de milliers de Gazaouis, dont la majorité de déplacés. Depuis plusieurs semaines déjà, les civils répètent pourtant qu'il n'y a plus aucun endroit sûr à Gaza, ni au nord, ni au sud. Chaque jour, des corps sont amenés ici pour être enterrés. C'est devenu notre vie, une vie entièrement confrontée à la mort. Même quand on circule ailleurs, on a la mort devant les yeux à chaque seconde. La mort, mais aussi la dévastation. Située à la frontière sud avec l'Égypte, Rafah est l'une des villes de l'enclave où les forces israéliennes n'ont pas encore déployé de chars. Mais elle n'est pas épargnée par les bombardements aériens qui peuvent détruire des quartiers entiers. L'armée pourrait prochainement y étendre ses opérations terrestres, aggravant une situation humanitaire jugée plus que catastrophique par la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mardi. Rafah accueille aujourd'hui plus d'1 300 000 personnes ayant fui les combats, soit 5 fois sa population initiale, dans des conditions désespérées. L'aide humanitaire qui passe déjà au compte-gouttes au point de passage de Rafah ou de Kerem Shalom est parfois ralentie, voire bloquée. Mardi, quelques dizaines d'Israéliens se sont de nouveau rassemblés au poste frontière pour tenter d'empêcher son acheminement. Dans ce contexte, Anthony Blinken est dans la région, je vous le disais. Il vient de donner une conférence de presse au Qatar, aux côtés du Premier ministre du Qatar. On l'écoute. Nous avons reçu une réponse du Hamas que nous sommes en train d'examiner. Nous en parlerons demain avec le gouvernement israélien. Il reste beaucoup à faire, mais nous continuons de penser qu'un accord est possible et vraiment essentiel, et nous continuerons à travailler sans relâche pour l'obtenir. Agnès Evalois, première conférence de presse d'Anthony Blinken depuis qu'il est dans la région. Il va en Israël demain. Il insiste une nouvelle fois sur cet accord. Donc c'est ce que veulent les Américains, une trêve.
Oui, parce que les images sont telles, et les Américains se rendent compte quand même de l'impact que représentent ces images sur les opinions publiques à travers le monde, et que la situation n'est plus tenable en l'état. On voit bien que les destructions dans la bande de Gaza sont telles, la situation humanitaire, vous l'avez rappelé, est absolument catastrophique. Tous les humanitaires disent que les hôpitaux n'arrivent plus du tout à fonctionner, et donc cette trêve est aussi absolument indispensable pour acheminer de l'aide humanitaire et porter secours à ces Gazaouis qui sont complètement enfermés dans cette bande de Gaza. Donc pour Anthony Blinken aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment d'arriver à obtenir cette trêve du Hamas et du gouvernement israélien, puisqu'on sait que Netanyahou est très, très réservé. Et je pense que la violence des bombardements à laquelle nous assistons ces derniers jours est justement avant cette négociation et avant peut-être d'être obligé d'accepter cette trêve, on voit Israël qui redouble de violence pour essayer d'avancer le plus possible avant d'être obligé de respecter cette trêve. Michel Duclos, est-ce que vous êtes d'accord? Anthony Blinken, c'est quand même la 5e fois qu'il va dans la région. Il faut qu'il obtienne quelque chose. Là, donc on apprend à l'instant, lors de cette conférence de presse qu'il a donnée au Qatar, le Hamas a transmis une réponse au projet d'accord de cessez-le-feu à l'Égypte et au Qatar. Donc est-ce que ça serait un nouveau projet d'accord ou pas? Et qu'Anthony Blinken compte justement parler de cet accord demain avec le gouvernement israélien. Donc est-ce que ça peut aboutir? Ça fait plusieurs semaines qu'on parle d'un accord. Oui, mais vous savez, ça m'est arrivé de participer à des négociations de ce type. Plus on s'approche du but, plus chacune des parties cherche à obtenir le maximum. Et là, au jour le jour, quand on parle à des interlocuteurs qui croient savoir, pas sûr qu'ils savent vraiment, mais enfin qui croient savoir, un jour on nous dit « Ah mais c'est les Israéliens qui bloquent » et l'autre jour c'est le Hamas qui bloque. Et on ne sait pas très bien quel est l'objectif des Américains. Ils veulent certainement une trêve, mais est-ce que c'est une trêve en vue d'un cessez-le-feu? C'est ce qu'ils ont l'air de dire ou pas? C'est ce qu'ils disent. Ils ont l'air de parler de cessez-le-feu, donc une trêve peut-être plus longue. En quel cas, évidemment, ça ne fait pas les affaires de Netanyahou. Et en même temps, je crois personnellement, je me trompe peut-être, mais pour qu'il y ait une vraie solution, qui ne sera qu'une solution intermédiaire, bien sûr, il faudrait qu'Israël soit prête à accepter que la direction militaire du Hamas puisse s'extraire de Gaza et trouver refuge, par exemple, en Algérie ou ailleurs. C'est à ce moment-là que peut-être, je peux imaginer qu'ils puissent accepter de libérer l'ensemble des otages. Sinon, je ne vois pas très bien quelle autre solution intermédiaire pourrait se dégager. Guillaume Ancel, votre analyse. La trêve précédente, je rappelle, en novembre, elle avait duré une semaine avec libération de 70 otages israéliens contre 210 prisonniers palestiniens. Je ne sais pas très bien si en ce moment on serait dans la même échelle ou pas. En fait, la trêve précédente a été imposée par les Américains à un Netanyahou qui ne voulait pas en entendre parler. Et je pense que c'est ça qui va rendre très difficile le fait d'arriver à trouver un accord, parce qu'au fond, Netanyahou et le Hamas poursuivent le même objectif. Netanyahou, lui, il n'a jamais voulu détruire militairement le Hamas. Personne ne sait détruire militairement une organisation terroriste. C'est ce qu'il affirme. C'est ce qu'il affirme. Mais en réalité, ce qu'il poursuit, c'est ce qu'il a écrit dans son livre, Bibi, Story, dans lequel il dit il faut que la bande de Gaza soit invivable pour les Palestiniens et qu'ils partent d'eux-mêmes. En fait, ce qu'il est en train de faire, il sait très bien quand il nous annonce que finalement c'est la porte de Rafah qui serait le quartier général aujourd'hui du Hamas, il l'a fait sur 5 endroits différents. Mais si vous regardez bien la carte d'aujourd'hui, la situation opérationnelle sur la bande de Gaza, l'armée israélienne, sur l'ordre de Netanyahou, a systématiquement détruit toutes les infrastructures, ce qui fait que quand la guerre s'arrêtera, et c'est seulement à ce moment-là qu'il acceptera de l'arrêter, pour les Palestiniens, ce sera invivable pour les années à venir. Et ils n'auront aucune autre alternative que de fuir la bande de Gaza. Comme ça, il n'y aura pas eu de génocide. Il n'a jamais eu l'intention de faire un génocide. Il a juste l'intention que la bande de Gaza soit fuie par les Gazaouis. Éléonore Veil, on sait que Benyamin Netanyahou s'oppose, enfin en tout cas pour l'instant, à cette trêve. Il l'a dit à plusieurs reprises. Selon Israël, combien d'otages? J'aimerais avoir vos sources parce que j'ai vu plusieurs chiffres. On parle de 132 otages toujours détenus à Gaza, dont 28 seraient morts. Mais j'ai aussi vu, il y a un article du New York Times aujourd'hui qui parle de 136 otages toujours aux mains du Hamas, de 31 morts. Où en est-on? Et on sait tout de même que malgré la position de Benyamin Netanyahou, il y a toujours ces familles d'otages qui font aussi exerce une forte pression. Il est un peu entre deux feux, le Premier ministre israélien.
Tout à fait, il est entre deux feux et il faut quand même rappeler qu'il n'est pas seul au sein du cabinet de guerre, puisqu'il y a Benjamin Netanyahu bien sûr d'une part, mais il y a aussi Benny Gantz, Gadi Eisenkot et Yoav Gallant. Et bien que ce soit toujours le Premier ministre israélien à cette heure, ce n'est pas le seul à prendre ces décisions. Concernant les otages, on a eu cette information donc, qui nous vient du New York Times, qu'en plus des 32 otages confirmés morts hier, il y aurait peut-être 20 otages de plus qui auraient aussi été tués. C'est encore une fois, c'est une information qui vient du New York Times, qui n'a pas encore été confirmée par les autorités israéliennes, mais ça pose la question également de l'urgence d'arriver à un accord et de réussir à faire libérer les 100 otages qui seraient encore en vie. Et c'est là que les familles des otages ont un poids extrêmement lourd dans cette décision. On a vu que la population israélienne est aujourd'hui extrêmement divisée. On a d'une part ceux qu'on peut considérer plus à droite, qui s'opposent à un cessez-le-feu contre ceux qui justement veulent absolument arriver à un accord pour libérer ces otages et qui seraient prêts aujourd'hui à arrêter cette guerre et qui voudraient un cessez-le-feu justement pour la libération des otages. Mais aujourd'hui, on parle, en tout cas les Américains parlent d'une trêve humanitaire parce qu'ils savent très bien que les autorités israéliennes, notamment Benjamin Netanyahu, n'acceptera jamais à cette heure un cessez-le-feu général. Et suite à cette déclaration dont vous parliez tout à l'heure du Premier ministre qatari, le Hamas a réagi en disant qu'il n'accepterait un deal, donc il accepterait cet accord qu'à condition que la guerre prenne fin et que dans cet accord figure un cessez-le-feu généralisé, ce qui est encore très loin aujourd'hui de la position israélienne. Cessez-le-feu généralisé, Agnès Lerello. On a l'impression qu'on retrouve un peu les mêmes postures, là. Un peu, le Hamas qui veut un cessez-le-feu généralisé, les Américains qui poussent pour une trêve peut-être plus longue que la dernière, mais pas un cessez-le-feu généralisé, parce qu'Israël n'a pas encore riposté de manière suffisante. Enfin, et c'est vrai que la question des otages est au milieu de tout cela, et on voit bien qu'effectivement, le poids que représente la question des otages est considérable, parce que plus on attend, moins il y a de chances de retrouver l'ensemble des otages vivants, et ça, on voit bien que les pressions des familles sont extrêmement lourdes sur le gouvernement israélien. Et donc, Netanyahou refuse toute idée d'un cessez-le-feu, c'est évident. Les Américains, du coup, vont dans le sens de la trêve humanitaire et en rajoutant humanitaire pour bien montrer qu'effectivement, il faut absolument apporter le minimum vital pour la population de Gaza. Et donc, on est à plusieurs niveaux dans cette négociation. Le niveau humanitaire, le niveau des otages et après les objectifs militaires et politiques, aussi bien du gouvernement de Netanyahou, qui veut continuer à montrer qu'il est fort et qu'il lâchera jamais rien, mais il y a quand même toutes ces pressions des familles qui sont là et qui sont présentes, et le Hamas qui, lui, veut montrer qu'il est prêt à négocier s'il a ce cessez-le-feu et prêt à libérer les otages. Mais il y a tellement d'incertitudes sur même, la nature même de la négociation, puisque de qui parle-t-on lorsque l'on parle des otages? Aujourd'hui, il y a aussi un flou sur le nombre d'otages, sur ceux qui sont vivants, encore vivants, et donc ça rajoute de la complexité à cette négociation. On le voit bien avec justement cet article du New York Times. On va écouter le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant justement sur la stratégie militaire. Nous poursuivrons cette action et nous atteindrons les endroits où nous n'avons pas encore combattu, dans le centre et le sud de la bande de Gaza, et surtout dans le dernier centre de gravité encore aux mains du Hamas, Rafah. Tout terroriste qui se cache à Rafah doit savoir que sa fin sera la même qu'à Khan Younis, dans la ville de Gaza ou n'importe où ailleurs dans la bande de Gaza. Se rendre ou mourir, il n'y a pas de troisième option. Guillaume Ancel, donc l'idée, c'est vraiment d'aller à Rafah, où il y a 1,2 million de Gazaouis, donc soit la moitié de la population de Gaza aujourd'hui. C'est le plan aujourd'hui de l'armée israélienne ? Le plan, encore une fois, pour moi, c'est de dévaster la bande de Gaza. La partie nord, le tiers nord, n'est plus qu'une ruine. Elle est totalement inhabitable. La partie centre a été très largement bombardée. Et la partie sud, qui était la seule qui restait à peu près intacte, parce qu'il y a eu régulièrement des bombardements, où sont aujourd'hui tous les réfugiés, parce qu'ils sont massivement là, devient d'un seul coup le nouveau centre de gravité. En fait, c'est la dernière partie de Gaza qui était à peu près habitable. Quand il n'y aura plus d'hôpitaux, quand il n'y aura plus aucune infrastructure, vous savez qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire qui rentre dans la bande de Gaza est relativement importante, mais elle ne peut pas être acheminée sur la bande de Gaza. Elle stoppe sur les 2 premiers kilomètres de la bande de Rafah, parce que de toute façon, on ne sait plus l'acheminer compte tenu du niveau de destruction sur la bande de Gaza. Donc,
Pardon, mais c'est un triomphe des illusions. C'est-à-dire, quand on dit on veut faire rentrer de l'aide humanitaire, en fait, on ne sait pas l'acheminer dans ces conditions. Et quand on parle des otages, c'est le cadet des soucis de Netanyahou depuis le début. Parce que chaque jour de combat qui continue, ce sont des otages en moins. S'il en reste entre 50 et 70 en vie, c'est le maximum possible. Mais encore une fois, il va falloir que les Américains reviennent avec quelque chose, Michel Duclos. Si on revient sur le côté diplomatique de l'affaire, 5e visite, encore une fois, d'Anthony Blinken, est-ce qu'il peut retourner aux États-Unis en n'ayant rien obtenu cette fois? Là, on voit que l'Arabie saoudite aussi voit plutôt d'un bon œil un rapprochement avec Israël. Ça, c'est ce qu'on apprend. Donc ça, c'est probablement suite aussi à cette conférence de presse qui a été donnée donc par par Anthony Blinken avec le Premier ministre du Qatar. Oui, parce que c'est certainement pour la diplomatie américaine une fusée à plusieurs étages. Il revient d'Arabie Saoudite. Ce qu'ils peuvent espérer, c'est effectivement une trêve de 4-5 semaines. Et là, je pense que pour obtenir ça, ils peuvent quand même spéculer. Chacun d'entre nous l'a dit. Ils ont très peu de cartes et la situation est extrêmement difficile. Il y a une logique de chaque côté pour que ça continue. Ils peuvent spéculer quand même sur une certaine division du cabinet israélien. Là, on a vu le ministre de la Défense, etc. Mais on peut imaginer aussi qu'il y a des responsables sécuritaires qui disent on est dans la même situation qu'en 2006 au Liban. Certes, on peut continuer, mais on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Et donc, c'est là-dessus que les diplomates peuvent essayer de trouver un chemin, comme ils disent. Alors ça, c'est une première fusée. L'autre fusée, c'est si jamais on parvient à une trêve, comment l'utiliser pour esquisser le jour d'après. Et c'est là où, effectivement, les Saoudiens et les autres pays du Golfe ou les autres États arabes peuvent jouer un rôle en faisant miroiter la possibilité d'une reconnaissance d'Israël. Et inversement, les Américains et leurs alliés peuvent faire miroiter la reconnaissance d'un État palestinien. Mais je pense qu'effectivement, pour l'instant, on en est très très loin. Mais ils en parlent déjà, cet après, Michel Duclos, manifestement. Mais ça fait partie aussi de la technique de négociation. Il faut, pour pouvoir convaincre les gens d'aller à une étape, il faut esquisser ce que seraient les étapes ultérieures pour voir qu'à chaque étape, il peut y avoir des gains pour les deux parties. D'où cette déclaration d'Anthony Blinken disant que le prince héritier MBS a réitéré, je cite, son fort intérêt pour les liens avec Israël. Il veut tout de même placer l'Arabie saoudite un peu au centre. Oui, et d'ailleurs les Israéliens, quand on leur en parle, voient bien qu'ils sont eux-mêmes l'objet d'un jeu, au fond. Avoir des relations diplomatiques ou pas avec l'Arabie saoudite, ce n'est pas fondamental en réalité pour les Israéliens. Ils ont déjà beaucoup de liens pratiques. Mais ils savent aussi que pour les Saoudiens et les États-Unis, c'est très important. Ça permettrait de changer un peu, de continuer à changer l'équation dans la région. Guillaume Ancel. Il y a une question aussi très complexe pour arriver à cette trêve du fait de l'attitude du Hamas. Parce que tout à l'heure, je disais que Netanyahou a tout intérêt à ce que cette guerre continue parce qu'il poursuit un objectif. Le Hamas poursuit un objectif quasi équivalent. Il a toujours dit qu'il veut instaurer un état de guerre permanent avec Israël. Donc même s'il accepte une trêve, il fera tout pour que les combats reprennent. Parce que sans guerre, le Hamas n'existe quasiment pas. Or, ça laisse une très grande ambiguïté sur l'attitude du Hamas et les Américains en face, eux, ont vraiment intérêt à ce que le calme revienne. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent éviter à tout prix une escalade régionale. Or, ils disposent d'une arme redoutable dans cette négociation qu'ils n'utilisent pas pour l'instant. C'est qu'en fait, ils sont les uniques fournisseurs en munitions de l'armée israélienne. L'armée israélienne n'a pas de stock de munitions. Si les Américains cessaient de les approvisionner, ils auraient 3 jours de pour l'instant, ils ne l'ont pas fait, Guillaume Ancel. Ils ne mettent pas ça vraiment dans la balance, dans les négociations avec Netanyahou. La semaine dernière, ils ont commencé à en parler pour la première fois, de dire qu'il pourrait y avoir un problème d'approvisionnement de l'armée israélienne, puisqu'ils arrivent au bout d'un accord. En réalité, ce n'est pas au bout d'un accord. C'est qu'ils savent très bien que c'est eux qui ont le tuyau. Mais ils ne veulent pas mettre en danger Israël, et je pense qu'ils ont raison. Mais par contre, il faut que Netanyahou, à un moment, entende. Et si Blinken revient pour la 8e fois, vous avez dit... Cinquième fois. Cinquième visite. La 5e visite, c'est parce que les Américains veulent peser pour stopper cette escalade régionale qui est extrêmement dangereuse. On le voit bien en mer Rouge. La semaine dernière, ils ont été obligés de frapper en Syrie et en Irak. On est au bord de la catastrophe régionale. Et Léonore Veil, justement,
Blinken qui arrive en Israël demain, après donc être allé en Arabie Saoudite, je le redis, au Qatar et en Égypte. Il y a aussi l'Égypte. Il est passé par le Caire. Est-ce que vous sentez que la société israélienne est divisée? Quelles sont en fait les réactions sur place à cette nouvelle venue du secrétaire d'État américain, la 5e? Je voudrais justement revenir sur ce qui a été dit sur l'Arabie Saoudite et cet espoir de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Et cette étape a son importance parce que je rappelle qu'avant 7 octobre, il y avait un processus en cours de normalisation qui avait débuté suite aux accords d'Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui a été torpillé par l'attaque du 7 octobre et l'offensive israélienne qui a suivi. Mais ça a son importance pour 2 raisons. D'une part, si l'Arabie Saoudite reconnaissait Israël, s'il y avait une normalisation entre les 2 pays, ça voudrait dire pour les Israéliens un échec pour le Hamas. Ça signifierait un échec du Hamas à justement tenter de torpiller ces accords de normalisation. Et ça a une importance quand même capitale. Donc c'est quand même considéré comme une carotte, si vous voulez, importante dans cet accord et dans cette tentative américaine de parvenir à un accord plus durable. Ici, les Israéliens ont bien conscience que sans les Américains, on ne va nulle part et qu'effectivement, le temps est compté puisqu'on sait qu'il y a la campagne présidentielle américaine. On sait aussi que la base démocrate de Joe Biden n'est pas forcément pro-israélienne, qu'elle est d'ailleurs même plus anti-israélienne. En tout cas, selon un dernier sondage, plus de la moitié des jeunes démocrates sont contre l'aide américaine à Israël. Donc, ça pèse aussi dans la balance. Ils ont conscience qu'il y a une question, il y a un calendrier qui va être très serré et qu'il faut effectivement que cela va se jouer dans les semaines qui viennent et qu'il va falloir, au bout d'un moment, terminer cette guerre. Et il le faudrait, bien sûr, après un accord entre le Hamas et Israël et la libération des otages. Mais vous voyez, Éléonore, cela arriver, par exemple, justement, dès demain, au moment où il va arriver, Anthony Blinken, ou pas? Vous voulez dire l'accord? Oui, un accord, une trêve officielle, officialisée. On ne sait jamais. C'est ce que disait Michel Leclerc, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand on arrive, quand on est proche d'un accord, dans ces situations, tout peut exploser à tout moment. Et on sent bien quand même que les positions sont encore très éloignées. On entendait hier Jake Sullivan dire à quel point on n'était pas encore tout à fait prêt aujourd'hui. C'est très difficile à dire et je pense que n'importe qui se prononce aujourd'hui sur l'immédiateté de cet accord pourrait se tromper et on verra bien dans les jours qui suivent si effectivement les Américains réussissent à rentrer avec quelque chose. Agnès Valois, parce qu'il y a eu des négociations, c'était déjà il y a 15 jours à Paris avec les chefs du renseignement israélien, américain, tout le monde s'est retrouvé à Paris. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il va y avoir un accord. Finalement, toujours pas finalisé parce que manifestement Israël n'accepte pas les conditions du Hamas et le Hamas n'accepte pas les conditions israéliennes. La carte saoudienne, vous pensez, vous, que c'est important justement, elle est un peu au centre du jeu aujourd'hui? Alors je crois qu'il ne faut pas non plus accorder plus d'importance à cette carte saoudienne qu'elle n'est véritablement. C'est-à-dire que pour le prince héritier, les attaques du Hamas du 7 octobre ont été la pire des choses, parce que le processus de normalisation était en cours avec Israël, et que pour le prince héritier, la seule chose qui compte, c'est d'avoir une stabilité régionale pour faire venir les investisseurs et pour mener à bien tous ces projets économiques qui sont des projets absolument grandioses pour lesquels il a besoin d'une stabilité parce qu'il a besoin des investisseurs. La seule chose qui intéresse le prince héritier, c'est la question économique et donc la question de la stabilité. La question palestinienne ne l'intéresse absolument pas. Mais elle intéresse son peuple, c'est ça. Elle intéresse. Et il a été obligé de tirer les enseignements de la mobilisation des Saoudiens pour la cause palestinienne. Donc il est obligé maintenant de dire que la normalisation peut évidemment avoir lieu, mais ça se fera avec une condition, qu'il y ait une contrepartie sérieuse et vraiment réelle pour les Palestiniens. Donc là, le discours du prince héritier a évolué pour tenir compte de cette opinion publique saoudienne. Donc s'il obtient effectivement dans toutes ces négociations dont on parle des garanties pour les Palestiniens, MBS, Mohamed Salman, le prince héritier, est capable de normaliser demain matin. Quand je dis demain matin, évidemment, il faut prendre ça comme une image, parce que dans le contexte actuel, il ne peut pas le faire. Mais il faut vraiment remettre l'intérêt du prince héritier
pour cet investissement dans une tentative de règlement à la lumière de son intérêt propre, de l'intérêt de ce qu'il considère être l'intérêt du royaume et pas du tout au niveau de la cause palestinienne qui est vraiment une cause pour le prince héritier. Je le répète, qui l'ennuie parce que c'est venu percuter en fait tous ces grands projets de développement économique. Michel Duclos, mais c'est pas vous qui étiez ambassadeur en Syrie, ce n'est pas un hasard que Blinken ait fait l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Qatar, les trois, et ensuite il va en Israël. Oui, mais je crois, si vous voulez, que c'est un puzzle, hein, comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure. Dans le puzzle, il y a peut-être deux autres facteurs qu'il faut prendre en compte. D'abord, moi, je ne suis pas certain que l'escalade régionale soit pour demain. Pour l'instant, quand même, les Iraniens donnent l'impression qu'ils ne veulent pas y aller, quoi. Alors, ils veulent maintenir un certain degré de tension. Parce qu'en même temps, les États-Unis ripostent militairement en mer Rouge contre les attaques des Houthis. Eux-mêmes, d'ailleurs, ripostent de façon aussi assez sélective, pour qu'il n'y ait pas de sang iranien. Donc, il y a quand même un jeu où, pour l'instant, ils se comprennent assez bien. Et donc, si je dis ça, c'est parce que du point de vue du Hamas, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'un de leurs objectifs de départ, qui était d'enflammer toute la région. Et donc, il peut se trouver qu'à un moment donné, entre eux, ils finissent par se dire, bon, si on continue comme ça, on ne va pas réussir à mettre le feu partout, alors que, inévitablement, le feu va finir par les atteindre dans le sous-sol où ils sont réfugiés. Donc, si vous voulez, ça fait partie du puzzle. Par ailleurs, je crois que du point de vue d'Israël, les Américains ont des cartes, comme on le sait. Ils ont une faiblesse, c'est que Netanyahou peut attendre un éventuel retour de Trump, bien entendu. Et pour eux, la difficulté, c'est de jouer avec l'Arabie Saoudite et d'autres la carte d'une percée diplomatique qui pourrait faire avaler aux Israéliens la pilule d'un arrêt des combats. Puis il y a un troisième paramètre aussi, c'est l'autorité palestinienne. Et là, je pense que l'un des arguments que les Américains vont essayer de jouer vis-à-vis du Hamas, c'est que dans une autorité palestinienne restructurée, revivifiée, etc. Revitalisée, dont on aura besoin de toute façon, quoi qu'il arrive, pour sortir de cette crise, le Hamas pourra avoir sa place. Mais ça, les Israéliens ne le voudront jamais. On ne leur demandera pas leur avis, là. Oui, vous pensez. Éléonore Veil, je vous fais réagir aussi, Guillaume Ancel. Vous avez une réaction peut-être là-dessus ? Écoutez, je pense qu'effectivement, le gouvernement aujourd'hui fait tout pour ne pas évoquer le jour d'après parce que on a bien conscience que ça va être très compliqué, que l'autorité palestinienne aujourd'hui n'a plus aucune légitimité dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, encore moins dans la bande de Gaza, et qu'il va falloir user de beaucoup d'imagination pour essayer d'imaginer une bande de Gaza sans le Hamas. Alors qui le remplacerait ? On entend beaucoup de scénarios possibles sur les chaînes israéliennes et dans les médias israéliens, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué de penser à ce jour d'après. On a parlé d'une présence internationale, d'une présence même israélienne. Alors là aussi, évidemment, les Israéliens sont extrêmement divisés. On entendait l'extrême droite parler d'une recolonisation de la bande de Gaza. Je pense qu'aujourd'hui, la quand même majorité des Israéliens s'opposent à une recolonisation de la bande de Gaza, mais il y a quand même des éléments extrémistes au sein du gouvernement qui parle de manière extrêmement libre de cette option-là. On a entendu ce soir Benny Gantz, donc, qui est dans l'opposition, mais qui est aujourd'hui au sein du cabinet de guerre, qui disait qu'éventuellement, il y aurait encore une présence dans les mois qui viennent, une présence sécuritaire, militaire, de l'armée à Gaza, mais pas dans la gestion administrative. Donc, qui gérera la bande de Gaza le jour d'après ? Ça, c'est une grande question. Guillaume Ancel. J'ai parlé uniquement du point de vue militaire, qui est assez étonnant parce que ça traduit bien l'option qui est en réalité poursuivie par le gouvernement Netanyahou. Depuis la trêve de fin novembre, les négociations ont immédiatement repris. Moi, mes sources à Washington m'ont dit on a un accord militaire pour que les Israéliens stoppent l'offensive majeure et dévastatrice fin décembre. Et ils étaient tous persuadés de ça. Puis on est arrivé en janvier. Et ils m'ont dit non, mais en fait, c'est fin janvier. Et sauf que là, on est début février. Donc on voit bien que d'un côté, y compris le ministre de la Défense israélien,
annonce régulièrement que on commence à démobiliser, qu'on va passer dans une autre phase de ce combat. Mais dans la réalité, les combats sont menés exactement de la même manière, tous les jours. Donc il n'y a pas cette phase 3 dont ils ont parlé. On en parle, on laisse donner des signes précurseurs, mais on ne le fait pas. Et c'est ça qui inquiète les Américains, c'est que le gouvernement Netanyahou ne tient pas parole. Et il le menace même, le gouvernement Netanyahou, de vouloir rentrer en guerre contre le Hezbollah au Liban. Et là, les Américains ont conscience que le fait qu'ils aient jusqu'ici réussi à tenir l'Iran, qui réagit de manière plutôt mesurée, même s'ils sont sans doute à l'origine de l'attaque monstrueuse du Hamas, du 7 octobre, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, les Américains veulent absolument éviter que le conflit aille plus loin. Or, le Liban est une pièce maîtresse. Si l'armée israélienne se lançait contre la frontière du Liban, alors là, on passe à un autre stade. Surtout qu'on voit qu'il y a quand même un certain nombre de militaires, alors je parle sous le contrôle de Guillaume Ancel, mais de militaires israéliens qui souhaiteraient ouvrir ce deuxième front pour permettre à la population israélienne du nord du pays de rentrer dans les villages qu'ils ont évacués, les kibboutz qu'ils ont évacués. Et donc il y a quand même des pressions, j'ai l'impression, de plus en plus fortes qui s'exercent pour mener des opérations de grande envergure contre le Liban, en sachant qu'il y a déjà eu quand même plus de 100 militants du Hezbollah qui ont été tués par des opérations. Et il y a des tirs quotidiens, semble-t-il. Mais là, on sent depuis quelques jours, ou en tous les cas, qu'il y a une volonté de la part de certains, pas tous, mais ça peut-être Éléonore pourra nous en dire plus, au sein de l'armée israélienne pour savoir on y va ou on n'y va pas. Éléonore Veil. Oui, effectivement, la difficulté, vous l'avez rappelé, c'est le problème des personnes qui ont été déplacées suite au 7 octobre, donc qui ont été déplacées du sud du pays et du nord du pays. Et aujourd'hui, ce qui pouvait être acceptable dans l'Israël pré-7 octobre, si vous voulez, c'est-à-dire un cessez-le-feu avec le Hezbollah, aujourd'hui, c'est inacceptable pour les Israéliens parce que leur demander de se réinstaller dans le nord du pays alors que les combats continuent. Et puis, il y a aussi cette peur d'une nouvelle incursion dans le nord du pays, cette fois de terroristes qui pourraient, à l'image du Hamas le 7 octobre, venir dans ces localités du nord du pays. Et donc, cette peur, elle est extrêmement présente aujourd'hui en Israël. Ce n'est pas seulement au niveau militaire, elle est aussi au niveau civil, c'est qu'on ne peut plus accepter, si vous voulez, un statu quo de cessez-le-feu temporaire au sud ou au nord avec le Hezbollah. Et donc, effectivement, il y a des voix qui appellent à se débarrasser une fois pour toutes du Hezbollah à la frontière libanaise. Mais là aussi, ça va être très compliqué. Est-ce que ça peut se faire sans une guerre totale? Et comment les Américains, là encore une fois de plus, vont réussir à gérer ça, puisqu'ils veulent éviter à tout prix, évidemment, une régionalisation du conflit. Et on sait qu'aujourd'hui, une guerre généralisée entre Israël et le Hezbollah pourrait mener à une catastrophe dans la région. Le Liban, Stéphane Séjourné, donc le tout nouveau chef de la diplomatie française, s'y trouve aujourd'hui même. Il a estimé d'ailleurs, parce qu'il a fait un petit tour, il était en Israël hier, il estime lui que les colons en Cisjordanie devaient cesser. C'est ce qu'il a dit après un entretien avec Benyamin Netanyahou hier, le chef de la diplomatie française. Il a réitéré le soutien de la France d'ailleurs à l'autorité palestinienne. On va l'écouter. Qu'il ne peut y avoir en aucun cas de déplacement forcé de Palestiniens, ni en dehors de Gaza, ni en dehors de la Cisjordanie. L'avenir de la bande de Gaza est indissociable de celui de la Cisjordanie. Nous devons préparer cet avenir en soutenant l'autorité palestinienne. Celle-ci doit se renouveler et se redéployer dès que possible dans la bande de Gaza. Je le répète, Gaza est une terre palestinienne. Michel Duclos, je m'adresse aux diplomates. Quelle est la marge de manœuvre de la diplomatie française? Parce que là, Stéphane Séjourné, à peine, franchement, c'est son premier déplacement, me semble-t-il, ou il est peut-être allé en Allemagne avant, je ne sais même plus. Mais enfin, en tout cas, il vient d'être nommé et il est dans la région. Il est en Ukraine. Il est en Ukraine, voilà. En Pologne. D'abord l'Ukraine, ensuite le Proche-Orient. Et peut-être un mot pour dire du bien de Catherine Colonna, qui a été, je crois, une grande ministre et qui... a à la fois permis de restaurer de meilleures relations entre les diplomates et l'Élysée, et qui, en plus d'un an d'exercice, a toujours été là où il fallait, avec les mots qu'il fallait,
Et donc, un salut à cette grande ministre. Elle a été nommée au sein de la commission, d'ailleurs. Il y a une enquête interne au sein de l'ONU sur l'UNRWA. Ce qui est très, très bien. Et Catherine Colonna donc, devrait jouer un rôle. Donc, après ce salut... Alors, après cela, c'est clair que... Est-ce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre française aujourd'hui dans ce qui se passe au Proche-Orient ? Dans ce qui se passe aujourd'hui, très faible, sauf à faire ce que l'on fait, c'est-à-dire faire un effort humanitaire et à essayer de se rendre utile, par exemple, entre Israël et le Liban. Ce n'est pas rien, peut-être Non, c'est très bien, il faut le faire, bien sûr, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Actuellement, les maîtres... Enfin, ceux qui peuvent faire quelque chose sont les États-Unis. J'allais dire, les maîtres du jeu, c'est beaucoup dire, parce que c'est un jeu qui leur échappe manifestement très largement. Mais enfin, ceux qui peuvent quand même, à la fin des fins, essayer de mettre un peu d'ordre, c'est les États-Unis. Donc je crois qu'il faut avoir la modestie de le reconnaître. Est-ce que la France pourra, outre le rôle que je viens d'indiquer dans les circonstances actuelles, est-ce qu'à l'étape d'après, elle peut se réinsérer dans le jeu ? Je crois que c'est là-dessus que la diplomatie française essaie de réfléchir et essaie de se positionner. Donc c'est sur l'après. C'est pour l'après, je crois. Oui. Agnès Sevalois, Juste, il y a quand même la position de la France a souffert quand même de positions qui ont beaucoup évolué, mais qui ont été parfois considérées comme contradictoires. Et dans la région, la perception, c'est qu'on ne sait pas très bien où est la position de la France. Alors les dernières déclarations du nouveau ministre, effectivement, sont bien perçues parce qu'elles sont très claires là pour le coup. Mais c'est vrai qu'au début, depuis le début, on voit quand même que ça oscille beaucoup. Et donc, moi, les retours que j'ai de tous mes interlocuteurs dans la région, c'est qu'on ne comprend rien à cette position de la France, qui un jour dit ça et le lendemain dit le contraire. Et il y a une chose qui vraiment aujourd'hui est un point qui empêche qui empêche la France d'avoir une position vraiment encore plus présente, si je puis dire, c'est la question de l'UNRWA. Et ça, les Palestiniens reprochent beaucoup à la France de ne pas avoir une position plus claire après les mises en accusation par Israël, le fait qu'un certain nombre de pays ont coupé les financements. Alors la France n'a pas coupé les financements, mais dit qu'elle va voir ce qui va se passer. Et là, il y a quelque chose qui est quand même très mal compris, avec le sentiment que, la France fait partie de ceux qui ont toujours soutenu cette agence. Alors évidemment qu'il faut faire le ménage et que s'il y a des problèmes, d'où cette commission, n'est-ce pas, Agnès Sevalois, donc et ça qui est bien perçu. Comité indépendant chargé d'évaluer la neutralité de l'agence de l'ONU. Mais ce qui a été mal perçu, c'est le fait que la France n'ait pas réaffirmé, au moment de ces accusations d'Israël, une position plus claire sur ce que veut la France. Et ça complique le dialogue avec les Palestiniens. Guillaume Ancel. Il y a un absent dans cette discussion politique, c'est l'Union européenne. Là où l'Union européenne, pourtant, elle a essayé d'être présente, là où l'Union européenne s'est remarquablement mobilisée pour faire pression sur la Russie, notamment en remettant au pas le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, la semaine dernière. Quand il s'agit d'Israël, on n'arrive absolument pas à trouver une position commune, alors que Israël est le premier partenaire commercial, enfin plutôt l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc si l'Union européenne rentrait dans le jeu, elle ne serait pas sur l'approvisionnement en munitions, mais sur la relation commerciale qui est essentielle pour Israël. Et pour arriver à faire pression, non pas sur Israël, le sujet c'est le gouvernement Netanyahou qui, à mon avis, à ce stade, est extrêmement dommageable pour l'avenir d'Israël. Éléonore Veil, qu'a-t-on dit justement de la visite donc de Stéphane Séjourné en Israël, qui est donc aujourd'hui au Liban ? Écoutez, c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes confrères sur ce plateau, c'est-à-dire que le rôle de la France, il est très minime aujourd'hui au Moyen-Orient et que c'est les États-Unis aujourd'hui qui ont vraiment l'oreille d'Israël. On se souvient des déclarations d'Emmanuel Macron suite aux attaques du 7 octobre, qui avait vraiment une position, en tout cas affiché une position très forte, et puis qui ensuite mesuré ses propos, qui a changé d'avis. Cette politique du en même temps qu'on lui a reproché beaucoup, elle crée une sorte de confusion en Israël sur la position de la France par rapport aux Palestiniens et par rapport à Israël. Et c'est vrai que oui, elle est passée quasiment inaperçue, cette visite. J'ai un petit problème d'oreillette, mais je vous ai entendu. Est-ce que ça peut changer justement avec un nouveau ministre ? Non, je ne crois pas, parce que la question, effectivement, l'acteur qui pourrait essayer de jouer un rôle, c'est l'acteur européen, c'est pas la France toute seule, c'est la France avec d'autres partenaires. Mais la France toute seule, justement, par ce en même temps qui a été vraiment dommageable à la perception dans la région de ce que pouvait faire la France. Alors, l'objectif d'Emmanuel Macron, et ça on peut le saluer, c'est d'éviter l'escalade régionale. On sait
mentionné qu'il a parlé au président iranien, qu'il y a eu beaucoup de déplacements de responsables français au Liban pour justement faire en sorte que le message soit bien reçu vis-à-vis du Hezbollah pour éviter justement cette escalade au Liban, parce que la crainte finalement c'est quand même toujours cette escalade dans un premier temps au Liban. Donc la France est investie sur ce dossier libanais de par les contacts que la France a avec ce pays, c'est très bien. Mais le problème qui se pose, c'est vraiment la cohérence de la politique française et qui, je le répète, n'est pas toujours comprise dans la région, parce qu'on dit une chose, ce contraire. Et je le répète, ce qu'a dit là le ministre français sur la position des colons, c'est très bien. Et ce qu'il a dit sur Gaza, c'est très bien. Mais auparavant, il y a eu d'autres déclarations qui n'étaient pas aussi claires. Et donc les gens se disent, mais quelles sont les vraies déclarations? Quelles sont celles sur lesquelles on peut s'appuyer pour réfléchir et savoir ce que peut faire la France? Alors il nous reste 5 minutes pour faire un petit peu de parler un petit peu juste des jours qui viennent. Guillaume Ancel, déjà sur le terrain, donc l'armée israélienne, c'est quoi? C'est cap au sud, c'est ce qu'on se disait, c'est vers Rafah que ça va se passer? C'est cap au sud et avec ce fameux troisième phase qui n'en est pas une. Le sentiment qu'elle est totalement étanche, que le gouvernement Netanyahou à ce stade est totalement étanche aux pressions internationales. C'est-à-dire qu'il continue à faire sa guerre exactement comme s'il ne se passait rien à l'extérieur, et on voit bien qu'il s'arrêtera seulement quand il estimera qu'il a atteint son but de guerre, ou si les Américains fermaient le tuyau d'approvisionnement en munitions. Le but de guerre, est-ce que c'est d'avoir Yahya Sinwar? Parce qu'hier, ils en parlaient encore en disant qu'il va de cachette en cachette. Enfin, c'est ce qu'affirmait soit Yoav Gallant, ou l'armée israélienne. Il reparle de Yahya Sinwar. Pardon, mais les principaux chefs du Hamas sont au Qatar. Donc, qu'est-ce que poursuit l'armée israélienne aujourd'hui? Ce sont des fantômes qu'elle poursuit sur la bande de Gaza. Elle peut dire pendant des années qu'elle va continuer pour détruire le Hamas militairement, sauf que c'est impossible. Sauf que symboliquement, c'est vrai que si l'armée israélienne capture Yahya Sinwar, là, ça aura un impact en Israël même si ça ne changera pas le cours, je suis entièrement d'accord avec vous, mais d'un point de vue symbolique, c'est quand même le trophée que l'armée israélienne pourrait brandir. Et inversement, imaginons la situation d'un cessez-le-feu où Sinwar sortirait des tunnels et sur les ruines de son peuple triompherait. C'est évidemment quelque chose qui est inacceptable, pas seulement pour Netanyahou, mais pour beaucoup de gens en Israël. C'est pour ça que c'est ce problème-là qu'il faut qu'on traite, à mon avis, si on veut vraiment avancer. Éléonore Veil, sur Yahya Sinwar, selon l'armée, il avait un bureau dans un complexe dans lequel l'armée israélienne s'est retrouvée hier, me semble-t-il. Oui, alors ici, on dit beaucoup que Yahya Sinwar s'entoure des otages pour ne pas être retrouvé et ne pas être abattu par l'armée israélienne. Mais ce qui est d'évident aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas d'image de victoire simple comme les Israéliens l'espèrent. Le retour des otages pourrait effectivement faire partie de ces images de victoire. Aujourd'hui, je pense qu'Israël a tout intérêt à privilégier cet objectif-là plutôt que l'autre objectif affiché au début de la guerre qui était la destruction totale du Hamas. On comprend bien aujourd'hui que c'est très compliqué, mais effectivement, si Israël réussissait à avoir Yahya Sinwar, ce serait bien évidemment une victoire. Mais aujourd'hui, je crois que les Israéliens sont tout à fait concentrés sur le retour des otages, des otages en vie, et c'est vraiment sur cet objectif-là que les autorités israéliennes devraient se concentrer les jours à venir dans l'espoir qu'un accord serait qu'on obtiendrait un accord dans les semaines à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation au Proche-Orient, alors que cette guerre entre Israël et Hamas rentre dans son 5e mois. Anthony Blinken qui sera donc en Israël demain. Merci beaucoup Agnès Levallois, Guillaume Ancel, merci à vous Michel Duclos. Merci Éléonore Veil d'avoir été avec nous en direct de Tel Aviv. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.